Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ma présentation de mémoire. Donc, tout d'abord, je vais commencer cette présentation par me présenter. Donc, Stella Jovet, j'ai fait ma formation d'actuaire au CNAM. Je suis actuellement souscriptrice en réassurance chez Swiss Re à Zurich. Et avant de rejoindre Swiss Re, j'ai travaillé pendant 4 ans chez AXA. Et j'ai réalisé mon mémoire chez AXA Global Re, donc, qui est l'entité en charge de la structuration et du placement de la réassurance du groupe AXA. Donc, je travaillais dans le service Analytics and Pricing, donc il y a une équipe que je recommande fortement et qui travaille sur beaucoup de sujets intéressants. Donc ensuite, j'aimerais remercier plusieurs acteurs. Donc tout d'abord, un grand merci à l'Institut des actuaires pour l'organisation du webinaire. J'aimerais également remercier mon tuteur académique Olivier Demaître et mon tuteur en entreprise Jérôme Chrétien. Et enfin, j'ai eu le plaisir de recevoir le prix SCORE des jeunes actuaires pour ce mémoire. Et à ce titre, je souhaite également remercier SCORE et la Fondation SCORE pour la science. Donc, quel est le programme de ce webinaire ? Donc, je vais faire une présentation d'environ 30-40 minutes et ensuite, il y aura une session de questions-réponses qui viendra conclure le webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Mon mémoire portait sur le thème « Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l'aide d'un algorithme génétique, application à un portefeuille ouragan mexicain ». Ce mémoire s'inscrit dans le contexte du risque climatique. En effet, le portefeuille étudié se compose de polices d'assurance dommages localisées au Mexique et qui couvrent le risque ouragan. Dans cette carte, ici à gauche, montre les trajectoires historiques des ouragans ayant touché le Mexique. Donc on constate que le Mexique est fortement exposé au risque ouragan de par sa situation géographique entre les océans Pacifique et Atlantique. Ce mémoire part du constat que le portefeuille étudié n'est pas rentable. Donc, si on s'intéresse à la répartition géographique des polices ayant un résultat négatif, donc il s'agit de cette carte ici, il s'avère que ces polices sont quasiment exclusivement localisées dans 2 États, donc qui sont l'État de Quintana Roo, ici à droite, et l'État de la Basse-Californie du Sud, ici à gauche. Donc, ce sont des États qui sont très exposés au risque ouragan. Quelles sont les solutions possibles pour améliorer la rentabilité d'un portefeuille? Donc, il y a 2 solutions principales. La première consiste à réaliser une politique de hausse tarifaire et la seconde consiste à recomposer le portefeuille, c'est-à-dire à ne pas renouveler certaines polices qui pénalisent la rentabilité. Donc, c'est cette option qui fait l'objet de ce mémoire. Donc, comment va se dérouler cette présentation? Donc, cette présentation se compose de 4 parties. La première partie a pour but de présenter le contexte et les objectifs du mémoire. Les deuxième et troisième parties présentent la démarche de résolution. Donc, on s'intéressera tout d'abord à la quantification de l'impact d'un scénario de recomposition sur le ratio combiné économique du portefeuille. Donc, l'idée, c'est qu'un prérequis pour pouvoir optimiser le portefeuille, c'est d'être capable de pouvoir quantifier la rentabilité. Puis, dans un second temps, on s'intéressera à l'optimisation en elle-même qui sera faite à l'aide d'un algorithme génétique. Enfin, la quatrième partie a pour objectif de présenter les résultats obtenus et les limites du mémoire, ainsi que les applications possibles. Et nous passerons ensuite à la conclusion et aux questions. Donc, nous allons maintenant passer à la première partie de cette présentation. Donc, le but est de présenter les constats qui ont mené à ce mémoire, de présenter également les objectifs de l'étude ainsi que les données utilisées. Donc, nous avons vu précédemment que le portefeuille se compose de polices couvrant le risque ouragan mexicain et que ce portefeuille n'est pas rentable. Donc, pourquoi ? Donc, pour quantifier la rentabilité, nous utilisons un indicateur qui s'appelle le ratio combiné économique, qui est aussi appelé l'ECR pour Economic Combined Ratio. Cet indicateur permet de piloter le résultat technique et le graphe ci-dessous, ici, montre la décomposition de l'ECR du portefeuille. Donc, chaque élément va être exprimé en pourcentage par rapport aux primes brutes. Donc, tout d'abord, on constate que l'ECR se compose de la charge brute, donc de la charge des sinistres bruts. Ensuite, on trouve le résultat cédé. Donc, il s'agit des coûts de réassurance, puisque le portefeuille est protégé par un traité de réassurance en excédent de sinistres par événement. L'ECR se compose également du coût du capital, c'est-à-dire de l'exigence de rémunération des actionnaires. Et enfin, on trouve les impôts, qui sont à la fois sur le résultat net et sur le capital. Donc, l'ECR quantifie la performance de la souscription et permet de piloter le résultat technique. On voit que l'ECR du portefeuille est de 113%. Cela signifie qu'après rémunération des actionnaires, chaque euro de prime encaissé entraîne une détérioration des fonds propres de 13 centimes.
Comme on le voit sur le graphe, le plus gros contributeur de l'ECR est la charge brute, mais on remarque que le coût de réassurance et les coûts du capital pèsent également lourdement sur la rentabilité puisqu'ils représentent 35 points de l'ECR total. Face à ces constats, l'entité souhaite mettre en place une politique de recomposition du portefeuille dans l'objectif d'améliorer son ECR. Dès lors, comment formaliser ce problème et quelles contraintes considérer? Tout d'abord, quel est le problème? On souhaite identifier les scénarios de recomposition du portefeuille qui permettent à la fois de minimiser le CR, puisque plus le CR est petit et meilleure est la rentabilité, et on souhaite également minimiser le pourcentage de primes non renouvelées. Cette figure, ici, illustre notre problème. L'axe des abscisses correspond au pourcentage de primes non renouvelées et l'axe des ordonnées correspond à l'ECR. Donc les croix qu'on voit ici représentent des scénarios de recomposition du portefeuille et l'objectif du problème est de déterminer la frontière efficiente qu'on voit ici en violet, c'est-à-dire l'ensemble des scénarios de recomposition pour lesquels il n'est pas possible d'améliorer un objectif sans en détériorer un autre. Donc, quelles contraintes considérer pour résoudre ce problème de manière efficace? Donc, on trouvait deux types de contraintes, des contraintes métiers et ensuite des contraintes d'ordre actuariel. Donc, concernant les contraintes métiers, tout d'abord, on souhaite réduire au maximum les primes brutes de 4% pour ne pas envoyer de mauvais signal au marché. Donc, sur la figure, ici à gauche, on voit un axe vertical en pointillé qui correspond au pourcentage maximal de réduction de primes. Donc, l'idée ici est d'utiliser une approche a posteriori pour prendre en compte cette contrainte. Donc, cela permet d'avoir de la flexibilité dans le cas où le pourcentage serait revu à la hausse. Une deuxième contrainte métier est le fait qu'une police est soit entièrement conservée, soit entièrement non renouvelée. Donc, on ne veut pas renouveler une police qu'en partie et en céder une autre partie en réassurance facultative, car cela est jugé trop coûteux en temps de gestion. Donc, cette contrainte va imposer un encodage binaire du problème. Donc, dans ce sens, un scénario de recomposition du portefeuille va se définir comme un N-uplet, avec N le nombre de polices considérées. Et schématiquement, chaque police va être encodée 1 ou 0. Donc, 1 si la police est non renouvelée, 0 si elle est conservée. Enfin, une troisième contrainte métier concerne les temps de calcul. Donc, on souhaite que les temps de calcul soient raisonnables. Ce dernier point est également une contrainte d'un point de vue actuariel, car notre problème est NP complet. Donc, le problème étant encodé en binaire, il y a deux exposants N scénarios de recomposition possibles. Et par ailleurs, quantifier l'ECR du portefeuille nécessite actuellement de lancer un run de modèle 4, ce qui est très consommateur en ressources. Donc, dès lors, si on souhaite évaluer un grand nombre de scénarios de recomposition du portefeuille, il est impossible d'utiliser le modèle 4 puisque chaque option prendrait plusieurs heures à être évaluée. Ces constats permettent d'identifier deux objectifs pour ce mémoire. Le premier objectif consiste à quantifier l'impact de chaque scénario de recomposition sur l'ECR, et ce, sans utiliser le modèle catastrophe. Le second objectif consiste à déterminer des méthodes pour résoudre efficacement ce problème d'optimisation combinatoire multi-objectif, tout en prenant en compte les différentes contraintes métiers. Dans la slide précédente, nous avons identifié les deux objectifs du mémoire. Quelles données étaient à notre disposition pour répondre à ces deux problématiques? Donc, 4 types de données ont été utilisées. Tout d'abord, nous disposions de la base de données d'exposition du portefeuille ouragan. Donc, cette base de données contenait des informations sur les 34 000 polices du portefeuille, comme par exemple leur localisation, leurs matériaux de construction, également les sommes assurées, les primes et les conditions financières. Le deuxième type de données utilisées sont les résultats de modèles catastrophes, qu'on appelle aussi les modèles CAT. Donc, un modèle CAT est un modèle qui est basé sur la connaissance physique du risque sous-jacent et qui modélise des événements fictifs mais probables. Donc, il se compose de 4 modules, donc le module exposition, aléa, vulnérabilité et enfin le module financier. Donc, comme les résultats de modélisation CAT sont des données centrales dans ce mémoire, j'ai préparé quelques slides pour vous expliquer le fonctionnement des différents modules du modèle CAT. Donc, tout d'abord, le premier module est le module exposition. Donc, ici, il va s'agir des données de portefeuille. Donc, le tableau au centre de la slide ici montre un exemple simplifié. Donc, on va avoir des informations sur la localisation des polices, donc par exemple la latitude ou la longitude,
Ces informations peuvent être plus ou moins précises. Donc, parfois, on va avoir uniquement la rue, uniquement le code postal, voire uniquement l'État. Ces informations vous permettent de localiser les polices du portefeuille sur une carte. Et c'est par exemple ce qu'on voit sur l'exemple à droite. Donc ici, chaque point va en fait correspondre à une police du portefeuille. On trouve également des informations sur les caractéristiques du site assuré. Donc, ça peut être, par exemple, les matériaux de construction, donc, par exemple, du béton, ça peut être le nombre d'étages d'un bâtiment. Et on va aussi avoir des informations sur la branche d'activité et une description plus précise sur l'activité. Donc là, par exemple, ça peut être, est-ce que c'est un hôtel, un mobil-home, une maison individuelle. Enfin, on va avoir des informations sur les conditions financières, donc par exemple sur la somme assurée, sur les limites, sur les franchises, et également sur les éventuelles conditions de réassurance facultative. Donc en conclusion, le module exposition est un module central, donc il correspond en fait aux inputs du modèle qui vont être entrés par l'utilisateur, et ce module va être utilisé par les 3 autres modules du modèle 4. Le deuxième module est le module aléa. Donc, ce module se compose d'un catalogue d'événements physiques. Donc, ces événements sont des événements fictifs mais probables. Donc, chaque événement va être par exemple une tempête ou un ouragan. Et pour chaque événement, on va avoir ce qu'on appelle une empreinte. Donc, vous avez un exemple d'empreinte ici à droite. C'est l'empreinte historique de l'ouragan Irma. Donc, dans l'empreinte, on va voir les zones géographiques qui ont été touchées par l'ouragan. Et on va également voir avec quelle intensité ils ont été touchés. Donc ici, ça va être des vitesses de vent. Pour chaque événement du catalogue d'événements stochastiques, on va avoir une empreinte géographique et on va également avoir une fréquence de l'événement. Le module aléa va naturellement être croisé avec le module exposition, donc notamment avec la localisation des sites du portefeuille. Et pour chaque événement du catalogue, on va être capable de savoir quels sites du portefeuille sont touchés par l'événement et avec quelle intensité ces sites sont touchés. Le module suivant est le module vulnérabilité. Donc, à ce stade, pour chaque événement du catalogue d'événements stochastiques, on sait quels sites du portefeuille sont touchés et avec quelle intensité ils sont touchés. Le module vulnérabilité va permettre de croiser le module aléa avec les caractéristiques des sites assurés. Donc, par exemple, les matériaux de construction ou le nombre d'étages. Donc, l'idée, c'est que le module vulnérabilité va traduire une intensité et des caractéristiques de site en une perte. Donc, vous avez un exemple de courbe de vulnérabilité à droite. Donc, l'axe des abscisses va être l'intensité, donc par exemple la vitesse de vent, et l'axe des ordonnées va être le taux de destruction. Donc, on va voir qu'ici, on a plusieurs courbes, donc une courbe pour chaque matériau de construction, et on peut supposer par exemple que la courbe pour le béton armé va être moins sévère, donc par exemple, ça pourrait être cette courbe verte, alors que la courbe pour du bois ou pour des bétons non armés pourrait être par exemple cette courbe bleue. Donc, pour récapituler, pour chaque événement, on sait avec quelle intensité chaque site du portefeuille est touché et avec quel pourcentage le site va être détruit. Donc, le dernier module va être le module financier. Donc ici, on va simplement traduire la perte économique en une perte assurantielle. Donc, pour chacune des polices du portefeuille et pour chaque événement du catalogue, on va appliquer les conditions d'assurance, donc franchise, limite et conditions de réassurance facultative pour traduire les pertes assurantielles en pertes, les pertes économiques en pertes assurantielles. Donc, pour revenir aux données utilisées, dans le cadre de ce mémoire, le portefeuille a été modélisé avec un modèle 4 Ouragan in-house, c'est-à-dire un modèle qui a été développé en interne au sein d'AXA. Et la forme des résultats de modélisation est la table que vous voyez ici. Donc, on appelle cette table une table YELT pour Year Event Loss Table. Donc, c'est une table par année et par événement. Donc, ici, on va avoir 10 000 années simulées. Donc, chaque année va être indépendante. Et schématiquement, chaque année va être une réalisation possible de l'année prochaine. Pour chaque année simulée, on dispose des sinistres par événement et par police. Donc, par exemple, on voit qu'en année 1, l'événement A a touché la police numéro 1 avec un sinistre 200. Donc, ce niveau de granularité par police, c'est vraiment le gros avantage de nos données, puisqu'habituellement, ces tables YELT sont agrégées à la granularité des traités de réassurance ou des branches d'assurance, donc un niveau de granularité qui est beaucoup moins fin.
et avec un niveau de granularité par police. Donc, la table YQLT va avoir une taille très importante. Donc, on parle de plusieurs milliards de lignes pour notre portefeuille. Ensuite, en ce qui concerne les données, on disposait également d'informations sur le traité de réassurance qui couvre le portefeuille. Et on disposait également d'informations sur le capital. Donc, on disposait d'informations sur le montant du STEC, donc qui est le SCR en modèle interne AXA, et également sur le montant du ratio de solvabilité. Dans la partie précédente, nous avons identifié les deux objectifs du mémoire. Cette partie présente la démarche de résolution du premier objectif. Donc, on va présenter ici les méthodes qui permettent de quantifier l'impact d'un scénario de recomposition du portefeuille sur le ratio combiné économique. Donc, tout d'abord, comment quantifier l'impact d'un scénario de recomposition sur l'ECR? Donc, comme on le voit sur cette figure, un scénario de recomposition peut avoir un impact sur chaque composante de l'ECR, donc sur la charge brute, sur le résultat cédé, sur le coût du capital et également sur les impôts. Donc, il va donc être nécessaire de calculer l'impact pour chacun de ces éléments. Dès lors, comment rendre comparables les différents scénarios de résiliation? Tout d'abord, on va définir des indicateurs d'appétence au risque. Donc, la limite du traité de réassurance va être ajustée pour chaque scénario pour permettre de couvrir l'événement bicentenaire, donc l'OEP 200 ans, de chacun des scénarios. Ensuite, on va définir un ratio de solvabilité constant. Donc, on va supposer que du capital est libéré en cas de baisse du SCR et inversement. Dans la slide précédente, nous avons vu les différentes composantes de l'ECR. Donc, si on dispose des primes et des sinistres moyens, la charge brute va être immédiatement calculable. Cela ne va pas être le cas pour le résultat cédé et pour le coût du capital, qui sont des métriques non additives. Donc, en effet, le résultat cédé présente des effets non proportionnels avec l'application de la priorité et de la limite du traité. Et le coût du capital repose quant à lui sur un calcul de quantile, donc l'AEP 200 ans, et sur une agrégation des différents SCR. Dès lors, comment quantifier ces éléments non additifs? Donc, il est nécessaire de disposer de l'YQLT du nouveau portefeuille. Donc, pour rappel, l'YQLT est la table qui contient les sinistres modélisés par année et par événement pour chaque police du portefeuille. Pour obtenir l'YQLT du portefeuille après recomposition, donc il faut habituellement lancer le modèle 4. Or, dans notre cas, vu qu'on dispose de l'YQLT par police, nous sommes capables de calculer l'YQLT du nouveau portefeuille après recomposition sans utiliser le modèle 4. Donc, schématiquement, pour chaque année et pour chaque événement, on va retrancher les pertes des polices non renouvelées. Donc, par exemple, ici, en année 1, l'événement A correspondait à une perte de 100 sur le portefeuille avant recomposition. Les polices non renouvelées représentent une perte de 5, ce qui nous fait une perte de 95 pour le portefeuille après recomposition. Donc ensuite, comme on le voit sur cette figure à droite, avec cette méthode, on est capable de calculer la distribution des sinistres du portefeuille avant et après résiliation. Donc l'YQLT par police est vraiment un élément clé qui rend notre étude possible. Donc elle permet de calculer tous les composants de l'ECR, à l'exception de la prime de réassurance qui nécessite une approximation. Dans la suite de cette présentation, seule l'approximation de la prime de réassurance sera présentée et les autres composants de l'ECR ne seront pas détaillés. Donc, nous avons vu que la prime de réassurance nécessite une approximation. Donc, nous disposons d'informations sur les 4 traités de réassurance qui couvrent le portefeuille. L'objectif va être d'utiliser ces informations pour prédire la prime de réassurance du nouveau portefeuille après recomposition. Donc, 3 indicateurs vont être utilisés, qu'on voit ici. Le premier indicateur est le ROL, donc le Rate Online, qui va quantifier le prix de la réassurance pour 1 € de limite. Le deuxième indicateur est le LOL, donc c'est le Loss Online. Donc le LOL va quantifier le montant de récupération pour 1 € de limite. Donc en d'autres termes, ça va être l'espérance des récupérations divisée par la limite. Enfin, le troisième indicateur va être le coefficient de variation, donc qui va permettre de quantifier la volatilité des récupérations. Notre objectif ici va être de prédire le ROL, donc le Rate Online, à partir du LOL, du Loss Online, et du coefficient de variation. Donc pour ce faire, on va supposer que le Rate Online se compose de 3 éléments. Tout d'abord, on suppose qu'il se compose d'une prime de risque qui va être équivalent au Loss Online.
Le rôle se compose également d'un chargement au titre de l'incertitude autour de la prime de risque. On va appeler ce chargement alpha, on le voit ici. Et enfin, on a également un chargement au titre de la volatilité et au titre de l'incertitude autour de la volatilité qu'on va appeler bêta, qu'on voit ici. Donc l'objectif va être de définir alpha et bêta à partir des 4 tranches de réassurance qui sont à notre disposition. Donc une fois alpha et bêta déterminés, on analyse les résultats en calculant la composition du rate on line de chaque tranche. Et c'est ce qu'on voit sur le graphe ici. Donc l'axe des abscisses va correspondre au rate on line, donc à la prime de réassurance. Et plus le rate on line va être élevé, plus la tranche va être basse. Et inversement, plus le rate on line est petit, plus cela signifie que la tranche attache haut. Donc on remarque que plus la tranche est haute, plus le chargement lié à la volatilité augmente. Donc cela s'explique par le fait qu'il y a plus d'incertitudes sur les tranches qui vont attacher haut, et le réassureur fait en fait payer l'incertitude, donc il va faire payer la volatilité. Donc nous sommes désormais capables d'évaluer le CR du portefeuille pour n'importe quel scénario de résiliation. Donc sur cette slide, je vous propose une illustration de la méthode. Donc supposons que je suis un souscripteur et que j'ai le choix donc de ne pas renouveler une police parmi deux. Donc on a 2 polices. Donc la première qui est ici, qui est située dans l'état de Quintana Roo, et la deuxième police qui est ici, qui est localisée dans l'état de Basse-Californie du Sud. Donc si on regarde ici les résultats modélisés des 2 polices individuellement, on voit que les 2 polices ont la même prime, mais la police 1 a un moins bon résultat modélisé que la police 2, et l'OEP 200 ans de la police 1 est beaucoup plus élevé que celui de la police 2, donc on peut supposer que cette police est plus risquée. Donc en voyant ces résultats, si je suis souscripteur, je vais avoir tendance à vouloir ne pas renouveler la police 1 puisqu'elle est en moyenne moins rentable et plus risquée. Donc si on applique la méthode développée précédemment et qu'on regarde l'impact du non-renouvellement de chaque police sur la rentabilité du portefeuille, on va voir qu'en fait, c'est l'inverse. Le souscripteur a intérêt à ne pas renouveler la police numéro 2. Donc pourquoi? C'est parce que la police numéro 2 va permettre de réduire l'OEP 200 ans du portefeuille, alors que ce n'est pas le cas de la police numéro 1. Donc si on a cet effet, cela peut s'expliquer par le fait que la police numéro 2 est probablement située dans l'empreinte de l'événement 200aire du portefeuille, alors que ce n'est pas le cas de la police numéro 1. Quand on regarde également l'impact sur les coûts de réassurance, on voit que la police numéro 2 va avoir plus d'impact que la police numéro 1. Et au global, si on regarde du coup la rentabilité globale du portefeuille, donc à la fois la charge sur la sinistralité brute, mais également sur la réassurance et sur le capital, le souscripteur a tout intérêt à ne pas renouveler la police numéro 2 plutôt que la police numéro 1. Donc cet exemple montre l'intérêt de la méthode pour prendre des décisions qui vont considérer la rentabilité globale du portefeuille et également les coûts de réassurance et du capital. Nous sommes désormais capables d'évaluer le CR du portefeuille pour n'importe quel scénario de recomposition du portefeuille. Donc, il s'agissait d'une étape importante dans notre étude qui permet de quantifier la fonction d'évaluation de notre problème d'optimisation. Dans la partie suivante, nous allons présenter le deuxième objectif du mémoire. Donc, il s'agit de l'algorithme génétique et de son utilisation dans le cadre de l'optimisation d'une politique de recomposition du portefeuille. Donc, tout d'abord, une des contraintes métiers de notre problème concernait le fait qu'on souhaite réduire au maximum 4% des primes brutes. Donc, pour ce faire, nous avons identifié les polices qui, individuellement, pénalisent le plus la rentabilité du portefeuille. 100 polices ont été retenues. Ces polices représentent environ 10% des primes brutes et elles sont principalement localisées dans les États de Quintana Roo et de la Basse-Californie du Sud. Et ce sont principalement des hôtels et des maisons individuelles. Maintenant que nous avons défini le périmètre, quelle classe d'algorithme est adaptée à notre problème? Comme vu précédemment, notre problème est NP complet, donc il y a 2 exposant 100 scénarios de résiliation possibles. Ce problème est analogue à un problème très classique de la littérature qui s'appelle le problème du sac à dos. Schématiquement, notre problème revient à choisir quels éléments enlever d'un sac à dos pour minimiser son poids tout en maximisant son prix. Le problème étant NP complet, on ne connaît pas de méthode générale pour construire une solution optimale, à part l'examen systématique de toutes les solutions envisageables.
Or, opérationnellement, comme on a 2 exposant 100 scénarios de recomposition possibles, une étude par force brute est impossible. De ce fait, il est nécessaire d'avoir recours à des méthodes approchées et notamment à des algorithmes heuristiques. Donc, les algorithmes heuristiques nécessitent uniquement de pouvoir évaluer les solutions candidates et ils sont généralement inspirés par des phénomènes naturels, comme par exemple le refroidissement du métal, donc c'est l'algorithme qu'on appelle le recuit simulé, ou la théorie de l'évolution, dans le cas de l'algorithme génétique. Dans la littérature, l'algorithme heuristique le plus fréquemment utilisé pour résoudre le problème du sac à dos est l'algorithme génétique, et c'est celui que nous avons choisi d'utiliser dans ce mémoire. Donc, comme leur nom l'indique, les algorithmes génétiques s'inspirent de la théorie darwinienne de l'évolution avec des phénomènes de reproduction et de mutation. L'algorithme génétique repose sur une population de chromosomes. Donc, ici, vous avez un exemple de chromosome. Donc, chaque solution candidate est assimilée à un chromosome et va être composée de gènes. Donc, dans notre cas, chaque gène va correspondre au non-renouvellement ou à la conservation d'une police. Parmi la pollution de chromosomes, on sélectionne des couples de chromosomes parents. Donc, à partir des chromosomes parents, des chromosomes enfants vont être générés. Donc, ici, un parallèle est fait avec l'héritage génétique en biologie. Donc, un enfant va posséder à la fois des gènes de sa mère et de son père. Et ici, l'objectif est de faire se reproduire les meilleurs chromosomes pour perfectionner la population au fil des générations. La population va ensuite subir des mutations aléatoires. Donc, ce phénomène a pour but de sortir des minimums locaux. La population est ensuite évaluée sur la base d'objectifs définis. Donc, dans notre cas, il va s'agir de 2 éléments, donc du pourcentage de primes non renouvelées et de l'ECR du portefeuille. L'étape suivante est l'élitisme. Donc ici, on va sélectionner les N meilleurs chromosomes et ces N meilleurs chromosomes vont constituer la génération suivante. Comme on a cette opération d'élitisme, la population va être de taille stable, ce qui va entraîner un phénomène de compétition entre les chromosomes et seuls les meilleurs chromosomes vont survivre. À la fin de chaque génération, on va vérifier si le critère d'arrêt est atteint. Donc, par exemple, si l'algorithme a convergé ou si le nombre maximum de générations a été atteint. Donc, si le critère est atteint, l'algorithme s'arrête. Sinon, le processus se répète sur une génération supplémentaire. Donc, pour chaque étape, pour chacun des paramètres, on a défini des paramètres et on a testé leur pertinence à l'aide d'études de sensibilité. Donc, on remarque que l'algorithme est initialisé à l'aide d'une population initiale, ici en génération 0. Donc, comment est générée cette population? Donc, la population initiale se compose de 4 chromosomes et dans le cas de notre étude, nous avons choisi une population de 400 chromosomes. Donc, on trouve un exemple de population initiale ici. Donc, chaque chromosome va être un scénario de recomposition du portefeuille possible. Habituellement, la population initiale est générée de manière aléatoire et on voit ici un exemple de population initiale générée de manière aléatoire. Donc, on voit que les chromosomes sont en fait concentrés entre 2,5% et 7,5% de primes non renouvelées. Face à ce constat, on souhaite améliorer la génération de la population initiale dans le but de mieux explorer l'espace et d'accélérer la convergence de l'algorithme génétique. Donc, quelles propriétés sont souhaitées? On souhaite tout d'abord avoir de la diversité génétique, c'est-à-dire que tous les gènes soient représentés. On souhaite également couvrir uniformément l'espace. Donc, pour ce faire, j'ai développé une méthode alternative de génération de la population initiale. Cette méthode est basée sur 3 éléments. Tout d'abord, on ajoute une contrainte sur l'écart de primes résiliées entre 2 chromosomes. Ensuite, on pénalise les gènes qui ont une prime élevée pour réussir à explorer l'espace des petites primes résiliées, donc ici entre 0 et 2,5%. Et enfin, on va aussi ajouter des chromosomes de bonne qualité qui sont générés avec un algorithme glouton. Donc, c'est un algorithme qui va construire ces solutions de manière incrémentale. Donc, schématiquement, à chaque étape, l'algorithme va résilier la police qui est la plus efficace. Donc, les 2 figures ci-dessous permettent de comparer la génération aléatoire de la population initiale avec la génération alternative qui a été développée dans ce mémoire. Et on constate qu'avec l'initiation alternative, les chromosomes sont répartis plus uniformément.
et vont explorer davantage l'espace des possibles, notamment pour l'espace entre 0 et 2,5% de primes non renouvelées. Nous avons vu le fonctionnement de l'algorithme génétique ainsi que la génération de la population initiale. Nous allons maintenant analyser les résultats obtenus et présenter les limites de notre étude. Cette première figure, ici à gauche, présente l'évolution de chaque composante de l'ECR en fonction du pourcentage de primes résiliées. Donc ici, sur l'axe des axes, on voit le pourcentage de primes non renouvelées. Et ici, on va voir la charge pour 1 € de primes encaissées. Donc en bleu, on voit le ratio combiné brut, donc la charge brute des sinistres. En gris, nous avons le ratio combiné net, qui va aussi prendre en compte le résultat cédé. On va avoir en jaune l'impact des impôts. Donc, on remarque qu'à partir du moment où on va avoir un ECR de 100%, un ratio combiné net de 100%, des impôts vont commencer à être payés. Et enfin, la ligne verte correspond à l'ECR. Donc, l'ECR du portefeuille de référence est de 113%, ce qui signifie que pour chaque euro de prime encaissée, on a une détérioration de fonds propres de 13 centimes. Si on résilie 4% des primes, qui était le montant maximal accepté par l'entité, le déficit serait réduit à 3 centimes, donc on aurait un ECR de 103%. Donc maintenant, comment juger de la performance des résultats? Donc, pour juger de la performance, on définit un indicateur qu'on appelle l'efficacité marginale. Donc cet indicateur va quantifier l'impact d'un point de prime résiliée sur l'ECR. Donc, la figure ci-dessous montre l'évolution de l'efficacité en fonction du pourcentage de primes non renouvelées. Ici, en abscisse, et l'efficacité en ordonnée. On remarque que l'efficacité est très élevée entre 0 et 1% de primes non renouvelées. Et à partir de 2% de primes non renouvelées, l'efficacité va commencer à se stabiliser autour de 2,5. Donc, cela signifie que pour chaque pourcent de primes non renouvelées, on va faire baisser le CR de 2,5 points. Donc, nous avons vu l'impact de la politique de recomposition du portefeuille sur les composants de l'ECR. Mais quel serait l'impact sur les primes nettes? Donc, pour mieux comprendre l'impact sur les coûts de réassurance, on va s'intéresser aux primes nettes. Donc, par prime nette, on entend les primes brutes auxquelles on retranche à la fois les primes de réassurance facultative et également les primes du traité de réassurance. Donc, sur l'axe horizontal, on voit le pourcentage de primes brutes non renouvelées. Et ici, sur l'axe des abscisses, nous voyons l'évolution des primes nettes en montant absolu. Donc, on constate que plus on va ne pas renouveler un pourcentage important de primes brutes, plus les primes nettes vont augmenter. Donc, par exemple, pour 4% de primes non renouvelées, les primes nettes augmentent de 3,2 millions, donc ce qui représente une augmentation d'environ 55%. Donc, cela s'explique par le fait que les polices résiliées permettent de réduire matériellement le montant de la prime de réassurance. Donc ensuite, les méthodes développées permettent-elles de s'adapter à de nouvelles contraintes métiers? Donc, on suppose que l'entité souhaite ajouter une contrainte supplémentaire sur les primes non renouvelées. Donc, on souhaite désormais ne pas renouveler entre 2 et 4% des primes. Donc, pour ce faire, on va ajouter une pénalisation dans la fonction d'évaluation de l'algorithme génétique. Donc, les résultats sont présentés sur cette figure ici. Donc, en rouge, on voit les résultats de l'algorithme génétique sans contrainte sur le pourcentage de primes non renouvelées. Et en rouge foncé ici, ce sont les résultats lorsque nous avons ajouté une pénalisation dans la fonction d'évaluation. Donc, les résultats nous montrent qu'en fait, ajouter cette contrainte va permettre de concentrer les résultats, de concentrer les chromosomes entre 2 et 4% de primes non renouvelées sans impacter négativement le résultat sur le CR. On suppose ensuite, donc ici à droite, qu'on souhaite ajouter un troisième objectif dans notre optimisation, qui serait de minimiser le nombre de polices non renouvelées. Donc, l'intérêt serait de ne pas envoyer de mauvais signal au marché et également de limiter les temps de gestion. Donc, pour ce faire, on ajoute un troisième objectif dans la fonction d'évaluation.
Donc, on obtient des résultats qui sont comparables à l'algorithme génétique à 2 objectifs, mais tout en réussissant à avoir un nombre de polices résiliées qui est sensiblement réduit. Donc, en conclusion, on voit que l'algorithme génétique est flexible et qu'il permet la prise en compte de contraintes ou d'objectifs supplémentaires. Dans les parties précédentes, nous avons présenté la méthode utilisée ainsi que les résultats. Cette slide a pour objectif de présenter les 4 grandes limites du mémoire. Donc, tout d'abord, cette étude part de l'hypothèse que les résultats de modélisation catastrophe par site sont fiables. Or, les modèles sont généralement calibrés pour donner des résultats pertinents à l'échelle d'un portefeuille, et on peut se poser la question de la pertinence des résultats à un niveau de granularité aussi fin. Ensuite, on suppose que les polices qui sont renouvelées à l'identique. Or, dans les faits, ce n'est pas forcément le cas, car on pourrait avoir d'un côté de nouvelles souscriptions, et dans ce sens, un prolongement du mémoire consisterait à évaluer de manière dynamique l'impact de nouvelles souscriptions sur le CR. Donc, cela nécessiterait d'exploiter les différents modules du modèle catastrophe. Et par ailleurs, il peut également y avoir des corrections tarifaires sur les polices qui sont renouvelées. Donc, ici, nous avons supposé que les polices sont renouvelées à l'identique et qu'il n'y a pas de changement de tarif, ce qui était une hypothèse prudente. La troisième limite concerne le périmètre de l'étude. En effet, seul le risque ouragan a été considéré. Donc, cela était possible car les polices mexicaines couvrent chaque péril avec une police dédiée. Or, dans les faits, le portefeuille couvre également le risque tremblement de terre, qui est un risque très présent au Mexique. Donc, le fait de ne prendre que le risque ouragan a été jugé acceptable car notre étude est une démonstration de faisabilité et l'objectif était de montrer la pertinence de la méthode. Donc, cette limite nous mène à la quatrième limite, qui est le fait que la méthode n'a pas été mise en application pour des raisons de réorganisation et de changement de stratégie. Donc, ce mémoire traite d'un contexte particulier, donc un portefeuille ouragan mexicain, mais les méthodes développées pourraient être utilisées dans d'autres contextes. Donc, ici, j'ai séparé les applications de la première méthode et de la deuxième méthode. Donc, pour la première méthode, qui permettait de quantifier l'impact d'un scénario de recomposition du portefeuille sur le ratio combiné économique. Donc, je voyais 3 applications principales. Donc, tout d'abord, la méthode pourrait être utilisée à des fins de tarification en assurance. Donc, par exemple, on pourrait l'utiliser pour calibrer un chargement par site au titre du coût du capital et des coûts de réassurance. Ensuite, la méthode pourrait être utilisée dans un contexte de line sizing. Donc, par line sizing, j'entends une politique au sein d'un portefeuille qui consisterait par exemple à choisir d'augmenter ou de diminuer les franchises et d'augmenter ou de diminuer les limites au sein du portefeuille. Donc, la méthode de quantification d'impact permettrait de réussir à anticiper l'impact d'une politique de line sizing sur la réassurance et sur le capital. Enfin, la méthode pourrait également permettre de quantifier l'impact des nouvelles souscriptions sur le ratio combiné économique du portefeuille. Donc, ce serait finalement le processus inverse par rapport à ce qui a été développé dans ce mémoire. Et grâce à cette méthode, le souscripteur pourrait voir en temps réel l'impact de chaque nouvelle souscription sur sa rentabilité brute, mais également sur les coûts de réassurance et du capital du portefeuille. Donc, pour développer une telle méthode, il serait nécessaire d'avoir accès au module aléa et vulnérabilité du modèle catastrophe et de pouvoir quantifier pour chaque police, pouvoir trouver quels événements du catalogue d'événements stochastiques touchent cette police, avec quelle intensité. On pourra ensuite utiliser les courbes de vulnérabilité pour déduire une perte économique et on pourrait ensuite appliquer les conditions financières pour dériver les pertes assurantielles. Donc, en ce qui concerne la deuxième méthode, donc la méthode d'optimisation par algorithme génétique, ici, donc, je voyais 3 applications possibles. Tout d'abord, la méthode pourrait permettre d'optimiser un programme de rétrocession. Donc, on pourrait penser par exemple à un programme en quote-part dont on voudrait optimiser les taux de cession. Donc ici, les indicateurs qu'on cherchera à optimiser pourraient être par exemple la marge CD. Donc, on pourrait chercher à minimiser la marge CD tout en minimisant une mesure de risque. Donc, par exemple, la value at risk ou la tail value at risk. Et ici, contrairement à ce mémoire, la population de chromosomes serait alors encodée en réel et non pas en binaire. Donc, la population serait en fait des taux de cession de traités de réassurance.
Ensuite, on pourrait également utiliser l'algorithme pour structurer un sidecar. Donc, un sidecar est une opération de transfert de risque entre un assureur ou un réassureur et un investisseur. Donc, schématiquement, l'assureur va céder une partie de son portefeuille et l'investisseur va déposer un collatéral qui va être généralement égal à la value at risque de 100 ou 400 ans. Donc, l'idée ici sera d'utiliser l'algorithme génétique pour à la fois maximiser le rendement attendu par l'investisseur et pour également maximiser une métrique définie par l'assureur ou le réassureur. Donc, on pourrait penser par exemple ici au return on capital, mais ça pourrait être d'autres métriques. Enfin, on pourrait également utiliser la méthode pour optimiser un portefeuille d'actifs et par exemple un portefeuille d'ILS, donc de Insurance Linked Securities, donc, par exemple un portefeuille de cat bonds. Donc généralement, les gérants de fonds vont faire leur choix d'investissement en veillant à respecter certaines contraintes et à atteindre certains objectifs qui sont fixés avec leurs investisseurs. Donc les contraintes peuvent être par exemple une allocation maximale sur un certain type d'actifs ou sur une zone géographique donnée. Et les objectifs vont être généralement de maximiser la performance pour un niveau de risque donné. Donc, dans ce contexte, on pourrait chercher à maximiser la performance tout en minimisant une mesure de risque et en ajoutant des contraintes sur l'allocation, par exemple, par zone géographique ou par type d'actif. En conclusion, ce mémoire a permis de renforcer la connaissance du portefeuille. Donc, en effet, les polices qui pèsent sur le coût du capital et sur les coûts de réassurance ont pu être identifiés. Ensuite, les scénarios de recomposition du portefeuille pertinents ont été identifiés et l'utilisation des modèles catastrophes a été élargie puisqu'il est désormais possible d'exploiter les résultats de modèle 4 pour piloter et pour optimiser la politique de recomposition du portefeuille. Par ailleurs, les méthodes développées ont l'avantage d'avoir su s'adapter aux différentes contraintes opérationnelles et les temps de calcul ont été optimisés. Donc, ainsi, les résultats obtenus ont été obtenus en environ 50 minutes. Enfin, les méthodes présentées n'ont certes pas été implémentées, mais ont été utilisées dans d'autres contextes, comme par exemple l'optimisation d'un sidecar ou d'un portefeuille de rétrocession. Donc, je vous remercie et j'ouvre maintenant les questions. Alors, j'ai une première question sur les paramètres pour l'algorithme génétique qui ont été choisis pour le croisement et la sélection. Donc, pour répondre à cette question, je vais retourner sur la slide qui décrit le fonctionnement de l'algorithme génétique. Donc, pour rappel, la sélection et le croisement correspondent à ces deux étapes. Donc, d'abord, on va choisir les chromosomes parents. Et une fois qu'on a choisi des chromosomes parents, on va les faire se reproduire pour générer des chromosomes enfants. Donc, dans le cadre de ce mémoire, pour la sélection des chromosomes parents, nous avons choisi une sélection par tournoi. En fait, les deux principales méthodes pour sélectionner les parents sont la sélection par le rang et la sélection par tournoi. Donc, sur la sélection par le rang, en fait, tous les chromosomes vont être ordonnés en fonction de leur réponse aux différents paramètres, donc de leur réponse à la fonction d'évaluation en ce qui concerne le CR et le pourcentage de primes non renouvelées. Donc avec la sélection par le rang, chaque chromosome va être assigné un rang et va avoir en fait une probabilité proportionnelle à son rang d'être choisi comme chromosome parent. L'autre méthode donc, correspond à la méthode de sélection par tournoi. Donc, pour la sélection par tournoi, on va choisir un nombre restreint de chromosomes. Donc, en général, on va en choisir 2. Et parmi ces 2 chromosomes, on va choisir le meilleur des 2. Donc, l'avantage de la méthode par tournoi permet d'avoir une meilleure diversité génétique, puisqu'il va permettre de sélectionner avec une plus grande probabilité des chromosomes qui répondaient moins bien à la fonction d'évaluation. Donc, ça va permettre en fait de garder de la diversité génétique et d'éviter de converger trop rapidement vers un optimum local.
Ensuite, en ce qui concerne le paramètre choisi pour le croisement des parents, donc, on a différentes méthodes de croisement. Donc, la méthode la plus classique va en fait consister à couper schématiquement les chromosomes parents en deux. Et pour créer les chromosomes parents, on va prendre par exemple les 50 premiers gènes du parent 1 et les 50 derniers gènes du parent 2. Et ça va créer le chromosome de l'enfant. On a une autre méthode qui est la méthode par croisement uniforme. Donc là, en fait, on va tirer on va faire un tirage aléatoire entre 0 et 1 et on va tirer aléatoirement à chaque fois soit le gène du parent 1, soit le gène du parent 2 pour déterminer chacun des gènes des enfants. Voilà pour cette question. Alors, j'ai une question sur la prime de réassurance. Donc, une question, est-ce que le réassureur va modifier son tarif du fait de la sélection réalisée par la cédante? Est-ce que les réassureurs en sont capables si la cédante fournit une vision agrégée de ces YQLT? Donc, l'idée, c'est que ce travail de choix de non-renouvellement des polices serait en fait réalisé en amont du renouvellement. Et l'YQLT qui serait fourni aux réassureurs tiendrait en fait compte du non-renouvellement des polices. Donc, dans ce sens, le tarif du réassureur va également prendre en compte le fait que ces polices non rentables n'ont pas été renouvelées. Après, un élément que je n'ai pas mentionné sur la prime de réassurance, donc l'impact qu'on va calculer sur la prime de réassurance part de l'hypothèse qu'il n'y a pas d'augmentation tarifaire. Or, dans la réalité, on sait que c'est le cas avec notamment ce renouvellement qui a été un renouvellement très dur avec de fortes hausses tarifaires. Donc après, il faudrait également incorporer des hypothèses avec des cycles de marché pour les prix de la réassurance. Alors, j'ai une question plus pratique sur le type de logiciel que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé R. Et comme mon dataset, comme mon YQLT était en fait de très grande taille, avec plusieurs milliards de lignes, j'ai utilisé le package DataTable qui permet de manipuler plus facilement des datasets d'une telle taille. Alors, j'arrive à la fin des questions. Alors oui. Du coup, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci.